Merci. Merci beaucoup à tous les orateurs pour chaque intervention inspiratrice. Sincèrement, je ne sais pas comment faire parce que je dois choisir sur les questions. J'ai beaucoup de doutes. Mais je voudrais commencer avec l'intervention de Marie-Laure. Et ça m'a très... j'aime beaucoup la littérature, donc je vais répondre peut-être, je me permets, avec une citation de Gustave Flaubert, que j'adore. Quand il dit, à propos d'autre chose, par contre, quand il dit dans Mémoire d'un fou, je regarde vers l'infini, mais je ne vois pas que de doute. Et je dis ça à propos de la protection des droits fondamentaux et de l'état de droit, si j'ai bien compris, par l'Union européenne et les institutions de l'Union européenne vers l'extérieur. Parce que vous avez cité une décision du Conseil de l'Union européenne, si j'ai bien compris, où on fait beaucoup de références sur les exigences que l'Union européenne, dans son action extérieure, et dans ce cas spécifique l'Afrique, doivent respecter. Mais par contre, moi, j'y vois pas... je ne vois que du bruit sur ça. Surtout si je me remets à les accords, et donc aux relations extérieures exprès. Par exemple, en faisant référence aux Balkans, à la situation des Balkans, il y a un cas en particulier, mais il y en a plusieurs. Et là, vous voyez, selon moi, la différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Oui, par exemple, dans le cas de la Macédonie, nouvelle République de la Macédonie, l'accord d'association prévoit, si je ne me trompe pas, c'est l'article 5, une clause de respect des droits fondamentaux n'a jamais été appliquée. Donc ça, c'est un aspect très intéressant pour moi. Deuxième aspect, combien de temps que j'ai pas pré... Non, c'est bon. C'est bon, d'accord. Et donc, une autre question, c'est à propos de état des droits fondamentaux. Eric disait, si j'ai bien compris, qu'il comprend, ils sont inclus dans l'état de droit, c'est ça? Oui. Mais est-ce que l'état de droit inclut aussi les limitations des droits fondamentaux? Ça, c'est la doute que j'ai. Parce que la tradition européenne prévoit, même la tradition libérale, que les droits fondamentaux ne soient certains droits pas absolus. Je me réfère, par exemple, à la liberté d'expression ou bien à la liberté de religion. Et là, la différence entre droit de liberté et droit subjectif. Romain, merci pour votre intervention. Justement, une question et une observation, si je peux. La première, la question, c'est crise de valeurs ou bien crise d'efficacité des valeurs? Parce que les piliers, à mon avis, de la construction ne sont pas en crise. Merci, je vois la feuille à papier. Et l'autre chose, c'est la référence au cas Cadi, au jugement Cadi. Ça m'intéresse particulièrement et j'espère qu'on aura après l'occasion d'en parler. Merci. On va d'abord peut-être prendre une question. Oui, on prend plusieurs questions, puis après on... Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Une question tout à l'heure sur
sont assez pratiques, les questions. D'abord à Romatinette. J'ai bien l'idée effectivement d'une évaluation périodique du respect des valeurs, mais quelles conséquences, qu'est-ce qu'on va en faire de cette évaluation périodique concrètement? Et une deuxième question concrète à... Ça va faire du beau papier. La dernière intervenante, Jean-Baptiste Latière, je serais aussi assez optimiste en disant voilà, la Cour de justice va réussir à faire quelque chose avec ces nouveaux arrêts. Mais si on a un arrêt en manquement et si l'arrêt n'est pas respecté, quelle efficacité? Désolée d'être un petit peu pessimiste. Loïc, non? Après, on fera un première vague de réponses. Du coup, ça marche pas du tout, ce micro. Si. Non, mais c'est pas grave, on t'entend. En marche, ça marche bien. C'est mieux là? Non. Ouais, Du coup, ça marche pas. c'est pas grave. On la voit pas. Mais tu gardes ton micro, du coup. Non, peut-être juste pour revenir sur les relations extérieures, je pense qu'il y a quand même deux situations différentes dans les relations extérieures de l'Union et à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, les mécanismes existent. Parce que, bon, si je prends par exemple le cas de... Non, on t'entend Capte pas là-haut. Il faut changer de micro. Un micro qui marche. Eh ben, non. Là, ça marche? Ah ouais. Donc sur les relations extérieures, les mécanismes existent. Bon, si je prends l'accord avec Israël, il y a une clause fondement, il y a une clause complémentaire qui existe. Ça dépend des accords. Bah, sur l'accord d'association euro-méditerranéenne de 97, ça existe. Dans toute une série d'États, ils sont soumis à une politique européenne de voisinage qui pourrait permettre de la faire fonctionner. Ils sont soumis à des systèmes de conditionnalité qu'on n'active pas parce que les intérêts de l'Union ne vont pas en ce sens. Donc après, ici, on est sur une question de... J'ai plusieurs missions qui ont été confiées à l'Union européenne dans le monde, défendre ses valeurs, défendre ses intérêts, elle doit faire des arbitrages parfois entre les deux. À l'intérieur, le problème, je pense, il vient cette fois-ci d'un déficit de mécanismes parce que on a des mécanismes que l'on ne peut pas activer juridiquement, quand bien même un certain nombre d'acteurs pourraient en avoir la volonté, à commencer par la Commission européenne, parce qu'on va se retrouver face à cette règle de l'unanimité au sein du Conseil. Donc je pense qu'il y a une différence entre l'existence d'un mécanisme et sa mise en œuvre, et ça pose pas tout à fait les mêmes questions quant à la mesure de l'efficacité. Marie-Laure, peut-être, pour répondre à la première interpellation. Oh, c'est laquelle, la première? D'accord. Alors, pour ce qui est de la dimension extérieure, mais en fait, ça fait le lien entre vos deux... La dimension extérieure, j'évoquais en fait ce passage d'une décision du Conseil du 25 mai 1998, simplement pour mettre en évidence qu'on avait un très beau discours, c'est un très bel emballage, mais qu'après, dans le concret, c'est pas suivi. Donc il y a vraiment un affichage, un positionnement, mais il n'y a pas des mesures pour garantir réellement la promotion de l'état de droit dès lors qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Et ça pose quand même un problème, à mon sens, que entre intérêts économiques et financiers d'un grand groupe français et la question des droits fondamentaux, d'un seul coup, c'est l'intérêt du grand groupe français qui l'emporte. Moi, ça me pose un souci sur la véritable teneur de l'état de droit. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, je rebondis pour aller sur ta question. Donc, je suis d'accord sur la distinction à faire, évidemment. À l'intérieur de l'Union, tu envisages qu'il y a une volonté de protéger l'état de droit. Moi, j'ai des doutes sur la Commission parce que je trouve qu'elle est très, elle est très timorée, très réservée, quoi. Enfin, s'il y avait quelque chose à faire, fallait pas attendre décembre 2017 contre la Pologne, quoi. Fallait commencer en janvier 2011 contre la Hongrie. En fait, on a un peu l'impression qu'elle court toujours après le temps, simplement pour faire joli. Enfin, c'est un peu, enfin, je trouve que c'est très cosmétique, voilà. Et puis, quand on pense au recours en manquement, dès que c'est un grand État qui est concerné, la France avec les Roms, d'un seul coup, la France va aller voir Viviane Reding. Viviane Reding arrête sa procédure d'infraction. Enfin, moi, j'ai des doutes quant à la capacité de la Commission. On n'est plus la Commission de Jacques Delors, quoi. C'est fini, quoi. Voilà. Bon. Sur les droits, est-ce que dans l'État de droit, il y a des limitations? Je me permets...
Ça dépend, parce qu'il y a des droits qui sont absolus et indérogeables. Le droit à la vie, l'interdiction à la torture, eux, ils sont absolus et indérogeables. Donc du coup, oui, dans l'état de droit, il y a le fait qu'il y a la non-limitation, la non-capacité pour les États de limiter certains droits. Et bien sûr, s'il y a une capacité de limiter, c'est dans certains cadres, nécessité, proportionnalité, légalité. Oui, Vas-y, t'es pas d'accord, mais c'est très bien. non, je suis d'accord. Oui, bien entendu, l'état de droit ne signifie pas une protection absolue des droits fondamentaux. Bon, simplement, je voulais insister sur le fait que l'état de droit, c'est pas l'état de n'importe quel droit. Et ce débat-là, c'est pas un débat purement théorique. Dans les années 60, en Espagne, sous Franco, en 1960 exactement, le gouvernement espagnol a publié une brochure qui s'appelait España en un estado de derecho. Et dans un processus qui visait à réhabiliter l'Espagne, l'Espagne devait candidater à l'Union européenne. Voilà. Et donc il y avait la recherche de cette légitimation que pouvait porter ce modèle de l'état de droit. Et l'Association internationale des juristes a publié un manifeste pour contester ce manifeste espagnol en disant non, attention, l'état de droit, c'est pas parce que vous mettez des recours juridictionnels en place que vous avez un état de droit. Le contenu des libertés est absolument fondamental. Alors ce qui me permet de commencer un petit peu à répondre à Romain en même temps. Bien sûr qu'il y a des limites. Et ce que vient de dire Marie-Laure est très juste. Il y a des droits indérogeables, voilà. Mais c'est pas parce qu'il y a des limites que le système de protection des droits fondamentaux n'existe pas. Les droits ne sont pas absolus. Je ne peux pas dire n'importe quoi tout le temps. Je ne peux pas faire n'importe quoi au prétexte que je dispose de droits fondamentaux. Bon, ok, ça c'est naturel, c'est normal. Mais il y a un point important. Ça ne veut pas dire qu'il y a une confusion des concepts. Que l'état de droit et les droits fondamentaux, c'est la même chose. Non. Les droits fondamentaux sont nécessaires à la protection, à l'existence même de l'état de droit, de la même que l'état de droit est nécessaire à la mise en œuvre des droits fondamentaux et leur protection. Alors pourquoi on retient une conception purement procédurale et formelle de l'état de droit dans les différents textes internationaux, ou en tout cas dans les propositions de définition, comme le cadre pour le renforcement de l'état de droit ou la préservation de l'état de droit? Parce que c'est beaucoup plus simple de mettre en œuvre et de contrôler, lorsqu'on construit un standard, la dimension procédurale de l'état de droit que sa dimension substantielle. Et on retrouve exactement la question qui a été abordée tout à l'heure sur la procéduralisation des droits fondamentaux. C'est beaucoup plus facile, et c'est ce que tu as dit aussi, de contrôler les procédures, de regarder si on a eu un mécanisme délibératif, si on a un petit peu discuté, plutôt que d'aller se prononcer sur le fond et sur le contenu du droit. Hein, surtout dans un système multiniveau, allez, je lâche un gros mot, dans un système complexe où, avec des valeurs différentes, on revient sur les valeurs. Et ce que tu disais sur la différence entre les principes et les valeurs, en réalité, la notion de principe et la notion de valeur correspond à des niveaux de discours différents. C'est pas le même. On va pas parler de la même chose lorsqu'on est devant un juge ou lorsque l'on va adopter une déclaration. Et je crois que l'état de droit peut être un principe, peut être un principe doctrinal ou dogmatique, peut être un principe normatif, peut être une valeur aussi, et c'est pas tout à fait la même chose. On est à des niveaux de discours différents, et donc des modalités de mise en œuvre de ces discours qui diffèrent aussi. Alors, je voudrais commencer par répondre à une question qu'on m'a pas posée, mais qui a été posée aux autres. C'est top. Je veux revenir juste sur ce qui a été dit tout à l'heure sur Ils sont posés à tout le monde. sur l'écart entre protection intérieure et extérieure de l'état de droit. Je voudrais un tout petit peu nuancer ce qui a été dit. Moi, je pense qu'il y a quand même un point commun entre les deux, entre cette projection des valeurs sur la scène externe et la question de la garantie des valeurs au sein de l'Union européenne à l'aide de l'article 7. Il y a une même carence, c'est que dans les deux cas, le déclenchement de la procédure est confié à une autorité politique. Voilà. Donc, je pense que c'est fondamentalement, en fait, pour moi, c'est identique, c'est le même problème. C'est-à-dire que c'est pas un juge ou une autorité indépendante qui va pouvoir choisir, qui va pouvoir dire là, il y a violation, il y a risque de violation, il faut creuser. Dans un cas comme l'autre, ce sera un organe politique, que ce soit le Conseil de l'Union ou la Commission européenne ou les États membres dans le cadre d'un accord international. Et je pense que ça, c'est un point commun qui est assez important et qui montre bien, le fond du problème, à mon sens. Alors, s'agissant des conséquences de l'évaluation.
Merci Hélène pour ta question. Alors, de mon point de vue, l'intérêt de ce mécanisme serait à peu près le même que celui du nouveau cadre pour renforcer l'état de droit, c'est-à-dire mettre les questions à l'agenda, comme disent les politistes. C'est-à-dire, en fait, objectiver le problème, en parler en amont, pour qu'on puisse préparer, parce qu'il faut faire avec ce qu'on a, une éventuelle décision politique plus tard, puisque ce sont des organes politiques qui peuvent prendre les décisions à l'état actuel dans le cadre de l'article 7. Donc l'idée, c'est de dire, si on pose le problème en amont, on va préparer donc la commission, les dirigeants, mener une discussion sur ce problème, et éventuellement, ça ne veut pas dire que ça marchera à tous les coups, loin de là, mais éventuellement, on renforce nos chances d'avoir une activation de l'article 7. Et c'est pour ça que je pense que je ne suis pas complètement d'accord avec ce qu'a dit Marie-Laure tout à l'heure sur l'article 7, sur le fait que la Commission aurait dû activer tout de suite. À mon avis, elle a aussi une des vertus de ce mécanisme pré-article 7, alors à mon avis, qui n'est pas appelé comme ça, c'est une appellation indue, c'est de préparer là aussi les esprits des États au Conseil, qu'il va y avoir un truc. Oui, d'accord. Parce que si la Commission active trop vite l'article 7, derrière, les 4/5e, elle ne les aura pas. Et encore, on est dans l'hypothèse du paragraphe 1, là, le risque clair, alors que, je suis d'accord, il est consommé depuis longtemps, le risque. Mais il faut réunir 4/5e des États, et c'est pas en disant, comme ça, là, on l'active et on espère obtenir l'accord, que ça va fonctionner. Un des intérêts de ce nouveau cadre pour le respect de l'état de droit, qui devrait être étendu aux autres valeurs, à mon avis, grâce à ce mécanisme proposé avec l'Agence des droits fondamentaux, ce serait de préparer, en fait, les États à une future activation du dispositif. C'est pas la panacée, j'en suis conscient, mais c'est mieux que rien, en fait, il me semble. Voilà, et je ne sais pas si je dois juste un mot pour répondre à Eric. Je suis d'accord, l'état de droit, c'est quelque chose de plus simple, de plus facile à manipuler, puisqu'on est sur les questions procédurales, mais ça empêche de poser les bonnes questions, je pense. C'est-à-dire, c'est ce qui empêche de poser les questions de fond, qui sont effectivement désagréables, mais qui, en fait, sont nécessaires. Alors, et à l'Union, tu vas la poser aussi. Pour la Pologne, alors par exemple, pour la Pologne et la Hongrie, ce serait quoi la question de fond ? Non, mais tu as raison, je l'ai dit, c'est un mauvais exemple, la Pologne, puisque leur problème, c'est la procédure. Ils ont un problème qui n'est que sur l'état de droit. Ce qui est gênant, c'est quand on utilise ce mécanisme, quand on prévoit... Enfin, moi, ce que je regrettais dans mon intervention, c'est qu'on ait finalement prévu un mécanisme qui prépare l'activation de l'article 7 que pour l'état de droit. La Commission aurait dû le faire pour les autres valeurs. Et ça aurait permis, du coup, de mener le même type de processus avec la Hongrie. Ce catalogue de valeurs est redondant. Le triptyque, la démocratie, état de droit, droit de l'homme. Je suis d'accord, c'est redondant, mais sur les trois. Ouais, pour moi, ouais. Sur les trois. Ah, moi, j'ai quand même... Enfin, allez-y. Bon, d'accord. Sur la Pologne, je suis un peu embêtée quand même que tu vois simplement ça comme un problème d'état de droit. Donc, essentiellement. Mon élément formel, quand même, la mainmise sur les médias et donc la liberté de presse qui est amputée, ça pose quand même un problème de droits fondamentaux, non ? Oui, bon, disons que c'est effectivement, et puis on pourrait parler aussi de il y a d'autres problèmes liés à la discrimination, il y a aussi des problèmes liés aux droits des migrants. Mais quand même, ce qui émerge de plus par rapport à la Hongrie, c'est clairement Non, mais je parle de la Pologne, là. Oui, je suis bien d'accord. Tu viens de parler de la Hongrie. Non, Pologne. Ah, d'accord. Migrants aussi, hein, la Pologne. Hein. Oui, non, mais ça, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que, effectivement, essentiellement, c'est quand même cette question d'indépendance de la justice. Peut-être que ça aurait pu être un bon exemple, mais j'ai considéré qu'il y avait quand même cet élément qui est central. Je crois que Lorraine veut te répondre aussi. Non, enfin pas sur ces questions-là, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'urgence. Non, mais c'est pour ça qu'il n'y avait aucune urgence. Non, pour répondre à la question sur le recours en manquement et alors, en soi, c'est pas une panacée, c'est pas l'arme absolue qui va permettre de rétablir la situation, mais si un jour la Cour de justice a à connaître d'un recours en manquement fondé sur une violation de l'état de droit et qu'elle constate ce manquement-là, si l'État ne s'y soumet pas, il y a la possibilité de faire un recours sur manquement, il y a la possibilité d'adopter des sanctions financières qui, je pense, peuvent motiver un tant soit peu l'État, plus que des déclarations politiques, à aller dans le bon sens. Et au-delà du recours en manquement, pour la Cour de justice, il y a aussi la voie du renvoi préjudiciel, et ça a été le cas pour les deux affaires qui ont été essentielles, et notamment dans l'affaire LM qui porte sur le mandat d'arrêt européen, ça a des conséquences très concrètes puisqu'on a admis une exception à l'admission de principe des mandats d'arrêt européens. Donc je pense que la Cour de justice peut avoir un rôle concret et effectif sur ces questions-là, sans résoudre tous les problèmes, mais un rôle véritable.
Par contre, pour en revenir justement au passage de principe à valeur, personnellement, je pense que je préfère l'idée de la consécration d'un principe d'état de droit qui est plus juridique, et je pense que ça va plus en accord avec ce constat-là que la Cour de justice est la seule aujourd'hui à prendre ce problème à bras-le-corps et à s'en saisir véritablement. Et ça retomberait un peu aussi sur la logique du projet Spinelli qui avait placé la Cour de justice au cœur du constat d'une violation grave des règles du traité par un État, ce qui n'a jamais eu lieu. Mais je trouve que cette voie-là d'éventuellement réformer pour donner plus de place à la Cour de justice pour constater une violation grave de l'état de droit, ça me semblerait cohérent, surtout que justement dans l'état de droit, la place du juge est essentielle. Donc ça serait d'une certaine manière aussi beau que cette protection vienne de juges. Beau. Est-ce que la Hongrie voterait pour? Je ne sais pas. Ouais, je voulais simplement intervenir, enfin, je vais te faire réagir, Céline. Tu as parlé de l'article Big Brother Watch. Alors pour moi, c'est le symbole même de la décision la plus pourrie qui soit, quoi. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme, elle arrive, oui, le principe de l'égalité. Alors c'est super beau, quoi, ça se nous est... Mais en fait, elle part du principe que traitement de masse des données à caractère personnel, c'est un moyen utile. Elle ne se pose même pas la question de savoir si effectivement c'est utile, et si c'est utile à quoi. Donc elle passe en fait la question de la nécessité pour arriver à cette question de l'égalité. Alors c'est très bien marqué, mais derrière les droits fondamentaux ne sont même pas interrogés, quoi. Donc c'est là où je trouve qu'il y a une procéduralisation qui va à l'encontre des droits fondamentaux, alors que du côté de la Cour de justice, dans son arrêt Digital Rights Island, elle est beaucoup moins dans la procédure, beaucoup plus dans les droits, et elle énonce des règles de légalité, de nécessité, de proportionnalité. Bon, c'est simple, hein, il n'y a aucune des lois en Europe qui respecte les critères de l'arrêt Digital Rights. Et là, il y a une affaire, finalement, il y a une question préjudicielle qui est posée par le Conseil d'État à la Cour de justice à propos de la loi renseignement, par la Quadrature du Net, et... au moment des conclusions, le rapporteur a dit, bon voilà, la question qu'on va poser à la Cour de justice, ça serait, est-ce que vous ne voudriez pas revoir votre arrêt Digital Rights pour qu'il soit comme l'arrêt Big Brother, comme ça on peut garder notre loi renseignement. Donc, il a dit à peu près comme ça. Est-ce qu'on n'a pas... Voilà, voilà, est-ce que ces avancées de la Cour européenne ne sont pas moins importantes qu'elles n'y paraissent lorsque le contenu des droits, en fait, n'est plus au rendez-vous, quoi? Bah, si tu as envie. Donc, pour ce qui concerne cet arrêt-là, il me semble, moi, que c'est un arrêt où vu que je l'ai pris sous l'angle de la légalité, ouais. Pour moi, c'est un arrêt qui a le mérite de la clarté. Au paragraphe 466, quand la Cour dit... Donc, en fait, la Cour européenne des droits de l'homme dit dans cet arrêt que la base légale en droit anglais, en plus d'être pas clair et de ne pas indiquer vraiment clairement quand s'appliquent les protections, mais contredit le droit de l'Union européenne et les arrêts de la Cour de justice de l'Union. Et donc elle dit, le droit anglais, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il le rend nul en réalité, ne fournit pas une base légale suffisante. Et elle s'arrête là. Et pour moi, quelque part... ça a le mérite de la clarté. Voilà, en fait, on ne va pas analyser la proportionnalité d'une ingérence qui, en fait, manque de fondement, manque de base légale. Alors oui, c'est vrai qu'elle n'est pas rentrée sur cette partie-là de l'arrêt, parce que je pense que sur la liberté d'expression, elle est rentrée dans l'analyse plus poussée, mais sur cette partie-là de l'arrêt, analyse sous l'angle de l'article 8, il me semblait que, justement, c'était intéressant de s'arrêter au stade de la légalité pour dire... Et elle dit, en fait, vu que le droit de l'Union européenne commande une recherche liée seulement aux crimes les plus graves et pas simplement aux crimes comme dans la loi anglaise, et que par ailleurs il faut toujours un contrôle a priori par un juge qui l'autorise. Ces deux éléments sont inexistants dans la loi anglaise, donc on considère que la loi anglaise n'existe pas. Quelque part, c'est, je trouve, plus... Moi je l'avais vu, droit de protection des données, quoi. Donc, Ah oui, alors là... C'est bien d'avoir un autre regard. Donc voilà. Et sur la procéduralisation, moi je pense que parfois ça peut donner des armes, c'est pas toujours dans un sens négatif, la procéduralisation des droits, ça peut donner des armes intéressantes pour le juge, pour se prononcer sur des cas. Et par ailleurs aussi, quelque part, si on prenait au sérieux l'exigence d'une certaine qualité du débat démocratique, personnellement, je serais tout à fait pour, parce que ça veut simplement, c'est en fait quelque part repolitiser les droits et leur demander d'être les garants d'un débat démocratique. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ce que je disais simplement dans la présentation, c'est que parfois, ça a des effets pervers. Mais sinon, je trouve que dans certains cas, ça se justifie tout à fait. Je profite pour reprendre la parole. Juste
En réalité, en écoutant ce que tu viens de dire aussi, je me rends compte qu'il y a une question qui est transversale et qu'on n'ose pas aborder, qui est celle du pouvoir du juge. Et en réalité, on fait comme si le juge avait toujours raison. Et le juge peut avoir tort aussi. Et donc, mettre toutes ces billes dans le même sac, c'est un peu dangereux. Le risque de l'état de droit, c'est de ne le voir que comme un état des juges. Et ça, c'est un vrai problème. Et la procéduralisation répond à cela, en réalité. C'est pour éviter que le juge ne vienne se substituer à la décision politique. Et donc, on va vérifier que les processus délibératifs et les différentes procédures ont bien été respectés. Je me souviens de cette décision du Conseil d'État sur la stérilisation de force des handicapés mentaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2001, cette décision, où le Conseil d'État, pour savoir si c'est compatible avec les CEDH, ne contrôle absolument pas le fond de la décision. Il ne va pas se prononcer de savoir si on peut stériliser de force les gens. Simplement savoir si il y a un juge qui peut intervenir à un moment pour prendre en compte toutes les informations et toutes les données. Donc il n'y a pas un contrôle sur la dignité ou sur le fond du droit, mais juste sur la procédure. Alors, ça peut paraître choquant comme ça, a priori, ce processus de procéduralisation, mais à mon avis, il est absolument fondamental pour éviter que le juge ne vienne se substituer à des décisions politiques. On parle de l'état de droit, mais l'état de droit ne peut pas se substituer non plus à la démocratie. Et là, on a un vrai problème. On l'a en permanence avec la question de la justice constitutionnelle. Mais le renversement de majorité ou l'aggravation de la majorité à la Cour suprême est inquiétante aux États-Unis sur le plan substantiel, des droits fondamentaux substantiels. Mais si je peux me permettre, moi je pense que ce qui me dérange le plus, parce que la place du juge, encore une fois, surtout que là, elle est vue. Le juge est mis sur cette place-là parce qu'il n'y a pas de réponse politique à la violation de l'état de droit. Donc dans ce contexte-là, où on n'a pas de réaction politique, qu'est-ce qu'on fait? Le juge reste aussi en retrait, ne prend pas. Non, mais donc c'est pour ça que moi la place du juge là me semble, surtout celle de la Cour de justice, me semble tout à fait légitime. Par contre, je pense qu'il y a une vraie opposition aujourd'hui entre état de droit et démocratie, parce que les menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'état de droit viennent de dirigeants qui ont été démocratiquement élus. Ouais, enfin... Est-ce qu'on peut être démocratique et illibéral? C'est la vaste question. C'est ce concept de démocratie illibérale. C'est pas un concept. Bah, Non, c'est un spot publicitaire. Non, c'est un concept. Enfin, juste sur cet aspect-là, je pense que l'idée qu'il y a une conception substantielle à l'état de droit ne présente finalement plus grand intérêt. Elle a pu en présenter avant les droits fondamentaux. Je pense qu'elle n'en a pas vraiment. Ce qui est vraiment important, c'est on considère bien qu'il y a un lien indéfectible entre ces trois notions, droit de l'homme, état de droit, et démocratie. Et ce qui, du coup, répond à ta remarque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas opposer l'état de droit et la démocratie. Ce n'est pas parce qu'une personne est arrivée au pouvoir après une élection que c'est forcément une décision démocratique par la suite. La démocratie, ce n'est pas uniquement le vote des citoyens, sinon la Russie serait une démocratie. Donc, du coup, ça fait réfléchir. Mais peut-être que c'en est une, je ne sais pas. Mais voilà, du coup, je pense il n'y a pas vraiment d'intérêt à considérer que la notion d'état de droit, elle englobe tout ça. Il faut plutôt considérer que cette notion, elle est indéfectiblement liée à une notion de droits fondamentaux qui permet de tenir sur le fond et la notion de démocratie. Les trois vont ensemble, et si on conserve, comme quoi au Conseil de l'Europe, ils n'ont pas eu des mauvaises idées en mettant ce triptyque en place, c'est ça qui peut garantir le modèle de la démocratie libérale que l'on connaît. Bon, elle est mise à mal, mais que l'on connaît encore en Europe occidentale. Et du coup, je profite d'avoir la parole pour poser une question à Céline Romainville sur... elle a parlé de subsidiarité, procéduralisation. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que ce renforcement de la subsidiarité, du contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, ça se traduit par une plus grande procéduralisation? Est-ce que les deux notions sont liées? Alors, je pense que dans les débats sur la déclaration de Copenhague, il y a donc l'appel très clair à l'inscription du principe de subsidiarité et puis de toute une série de procédures dont l'objectif est précisément des procédures dont, à mon avis, on ne doit pas rejeter en bloc l'intérêt. L'idée qu'on réinstaure un dialogue entre des autorités politiques et la Cour pour éviter de verser dans un état des juges, ça en soi, c'est peut-être pas forcément dénué d'intérêt. Le problème, c'est que le dialogue tel qu'il a été présenté dans les premières versions, c'était un dialogue avec un couteau sous la gorge, donc c'était pas vraiment un dialogue hyper ouvert. Donc je dirais, voilà. Alors, est-ce que la question de la subsidiarité amène une plus grande procéduralisation? Moi, je pense que assez clairement, les juges, la Cour européenne des droits de l'homme comme institution,
comprend et ressent le tournant souverainiste et le retour sur l'avant de la scène d'une conception de la souveraineté comme vraiment exclusive d'ingérence, notamment des juridictions en matière de droit européen, et donc qui réclame, donc sous un couvert moins, je veux dire, cache la subsidiarité. Et donc, à mon avis, oui, ça va ensemble avec une conception de la Cour subsidiaire, et on le voit un peu dans le contrôle de l'égalité. Alors ça ne veut pas, pour l'instant cependant, il me semble que, enfin bon, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que la Cour n'en est quand même pas retournée à ses premières théories sur la légalité, où elle se mettait vraiment très en retrait avec la doctrine de la quatrième instance. Là, alors, on arriverait dans un stade où la subsidiarité aurait vraiment amené une procéduralisation, mais qui s'accompagne d'un reflux des droits. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, même si, à mon avis, les deux sont évidemment liés, et c'est le même mouvement qui participe à ça. Et donc, par rapport aussi, je voulais juste réagir par rapport à la question du rôle du juge. Oui, en fait, on y retourne quand même toujours à cette question fondamentale. C'est pour ça qu'à mon sens, on a quand même intérêt à comprendre l'état de droit par rapport à sa généalogie et la protection de l'individu contre l'arbitraire et l'arbitraire de la loi. Donc, je trouve aussi que il faut faire parfois des efforts peut-être rester, de conceptualisme, mais rester rigoureux dans les notions qu'on mobilise, parce que si évidemment c'est des notions complémentaires et qu'elles sont indissociables, c'est que elles ne veulent quand même pas tout à fait dire la même chose. Et donc, un état de droit peut être, un état peut être un état de droit sans être un état démocratique, et il peut respecter. Il peut ne pas respecter les droits fondamentaux et avoir certaines caractéristiques minimales de l'état de droit au sens purement formel du terme. Et je suis un peu aussi d'accord sur l'idée que débat état de droit au sens formel, état de droit au sens substantiel, en tout cas une certaine doctrine défend l'idée que ce débat n'existe plus à partir du moment où on a positivé les droits fondamentaux, avec tous les risques que ça peut engendrer. Voilà. Le professeur Blacher ne tient plus. Le micro, parce que sinon... Celui qui marche. Tu seras off record. Merci. Vous m'entendez ? Non. Oui, c'est une très bonne idée. Merci Benoît. Les deux sont écartés. Si tu veux, tu peux venir ici, je te laisse mon micro. Pas enregistré, c'est pas grave. Pour prendre une expression utilisée par le professeur Carpano, l'opposition entre la démocratie et l'état de droit est à la mode. Pour les uns, et cela vient d'être dit, ce sont les démocraties qui portent atteinte à l'état de droit en adoptant des lois contraires à certaines valeurs. On peut par exemple citer la loi du 20 juin 2018 du Parlement de Budapest, loi Stop Soros, qui durcit la législation pour l'aide aux migrants, et dans le même temps, le Conseil constitutionnel, quelques jours plus tard, brandit le principe de la fraternité pour justement dire l'inverse. Où est le droit ? Où est la démocratie ? Est-ce que le droit et la démocratie, c'est une césure irréductible entre, d'un côté, les représentants qui sont élus par le peuple, les représentants parlementaires, de l'autre, les juges, qui sont aussi des représentants à leur manière et qui disent le droit, mais les parlementaires aussi, les élus aussi fabriquent le droit. Alors pour les uns, ce sont les élus qui tuent l'état de droit. À l'inverse, d'autres auteurs considèrent, notamment dans la doctrine française, que désormais les élus devraient tenir tête aux juges, et en particulier aux juges européens. Il y aurait donc une antinomie entre état de droit et démocratie. Moi, personnellement, je pense que l'observation, et là, encore une fois, il faut être scientifique, l'observation du fonctionnement des États au sein des démocraties occidentales montre qu'il y a, et Romain Thinière a tout à fait raison, il y a une imbrication entre démocratie et État de droit. Dans mes souvenirs, j'avais lu un ouvrage, vous savez, on a tous lu cet ouvrage, Les régimes politiques occidentaux, du professeur Jean-Louis Kermon, qui expliquait quels étaient les critères de la démocratie dans l'espace européen. Tout d'abord, ce sont les citoyens qui, par les élections, choisissent les gouvernants. Ensuite, l'opposition dispose d'un statut protecteur, et l'opposition se prépare à gouverner. Puis, les droits et libertés sont protégés. Les droits et libertés sont protégés par les textes, par les déclarations de droit, et ils sont protégés par les juridictions nationales, puis juridictions européennes, voire internationales.
Et enfin, les pouvoirs constitués sont soumis au respect des normes supérieures, droit constitutionnel, droit international, droit européen. Ce sont les 5 critères, pour Jean-Louis Kermon, de ce qu'il appelle les démocraties occidentales. Eh bien, il démontre parfaitement qu'il n'y a pas d'antinomie entre État de droit et démocratie. Bien au contraire, l'un ne peut pas aller sans l'autre. L'État de droit et la démocratie sont indissociables. Et je crois que c'est une erreur ou une vue de l'esprit que de chercher à opposer les deux. Et donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Romain Tinière. Nous vivons dans des démocraties juridiques. Nous vivons dans des démocraties réglementées par le droit, des démocraties de droit. Et par conséquent, il ne faut pas chercher, me semble-t-il, à opposer d'un côté les représentants investis par l'élection et de l'autre les juges. Alors, il est vrai que les exemples que vous avez montrés et cités sont inquiétants dans la mesure où des majorités politiques peuvent conduire, suite à des élections, à adopter des dispositions normatives contraires à ce qu'on appelle, entre guillemets, l'état de droit. Mais dans ces conditions, plutôt que de se tourner vers les juges, et uniquement vers les juges, il faut aussi se tourner vers les forces internes dans chaque État, à savoir les forces d'opposition. Et là, les parlements jouent un rôle très important. Les parlements jouent un rôle important et il me semble qu'il serait vain de chercher à dissocier d'un côté les politiques dans leur globalité et de l'autre les juges. Merci Philippe pour cette conclusion qui terminera ce premier panel.